on aura une idée sur la clinique, la radiographie, les formes cliniques, l'évolution et les complications, et enfin le traitement. Pardon, Hakima. Oui. Juste un petit détail, Hakima, le cours, il va être enregistré. Hein. Oui, sans problème. Hey. Ok. هي sans problème, sans problème. D'accord. ما تقدروش كاينين اخرين ما همش راح يقدروا يشوفوا الكوغ هذا ولا على بها راكم تونجستريو فيه. هي حكينا باش يبقى لنا برك باسكو كان ما نقدروش كامل ندخلوا في l'application. هاي داكوغ ما كان حتى مشكل. Alors, on va commencer par une petite définition. Une fracture de la diaphyse humérale, donc ou l'FDH comme on appelle tous. C'est une fracture qui se limite en haut par l'insertion du muscle grand pectoral et en bas par l'insertion distale du muscle brachial antérieur. Alors en haut, on voit ici, c'est l'insertion du grand pectoral, d'accord? Donc, notre diaphyse, elle commencera par la limite inférieure de l'insertion de ce muscle et en bas par l'insertion du muscle brachial antérieur. Donc, entre ces deux parties-là, on appelle ça la diaphyse humérale. Elle est fréquente chez les adultes, bien sûr, parce que surtout les travailleurs manuels. Le pronostic peut être aggravé par l'apparition d'une paralysie radiale. Pourquoi la paralysie radiale proprement dite? Parce que la diaphyse humérale, elle a comme particularité que le nerf radial passe et il s'accole à la partie du tiers distal dans la diaphyse sur une gouttière qu'on appelle la gouttière bicipitale. C'est pour cette raison, lors des fractures, surtout à ce niveau-là, donc on trouvera des problèmes parfois de paralysie radiale. Le traitement, souvent, il est orthopédique. Le traitement chirurgical doit être réservé en cas de certaines formes particulières ou certaines complications. L'épidémiologie, les fractures de l'humérus, de la diaphyse humérale, viennent en troisième rang des fractures diaphysaires, après fracture des deux os de la jambe et fracture de la diaphyse fémorale. Le mécanisme lésionnel, on a plusieurs types de mécanismes lésionnels, mais l'accident domestique restera la première cause de ces fractures-là. Puis viennent les accidents de la voie publique, les accidents de circulation, les chutes d'un lieu élevé, les traumatismes sportifs, beaucoup plus dans les fractures spéroïdes, par exemple, mais elle survient à tout âge, surtout l'adulte jeune de sexe masculin, parce que le sexe masculin, on a vu que les jeunes de sexe masculin travaillent un petit peu un travail manuel forcé. Arrivons au rappel anatomique. Donc, on connaît tous que la diaphyse humérale, elle est grossièrement cylindrique dans le tiers supérieur, mais elle devient triangulaire dans les deux tiers inférieurs. D'accord? Donc, cette partie-là, elle est cylindrique. Cette partie-là, elle devient triangulaire. La vascularisation, comme toutes les fractures, comme toutes les olents, on a une vascularisation de type endosté et une vascularisation de type exhausté. Donc, on a toujours une artère qu'on appelle l'artère nourricière qui est responsable de la vascularisation. Elle se trouve au niveau du tiers proximal. Cette artère nourricière-là, elle est responsable de la vascularisation de toute la diaphyse. Par contre, la partie métaphysaire, donc les deux parties métaphysaires, c'est la palette humérale et l'extrémité proximale de l'humérus. Sa vascularisation, elle est un petit peu riche parce que l'os, il est de type spongieux. Donc, on n'aura pas besoin d'avoir une artère nourricière pour faire la vascularisation. Mais concernant la diaphyse,
Là, c'est une partie, l'os, il est de type cortical, donc il est mal vascularisé. C'est pour cette raison, vient une artère qu'on appelle l'artère nourricière pour faire la vascularisation de toute cette partie-là. Donc, lorsqu'on a des fractures qui se prochent du trou nourricière, on n'aura pas de problème de consolidation, mais si on a des fractures, surtout du tiers distal, là, on aura un problème de consolidation. D'accord? D'accord? Vous m'entendez ou là? Hein? Hakim, Vous on vous m'entendez ou entend. là? Oui. On vous entend, Hakim. Hakim, il y a les messages qui sont affichés juste à côté, les messages libres sur les étudiants. Je ne sais pas si c'est D'accord. affiché chez vous ou pas. مازال ماكش درت مود plein écran. Justement parce qu'ils posent même des Oh. questions. D'accord, je vais voir maintenant. Vers la fin, vous posez vos questions comme ça. Hein? Ok, super. Il y a une question à la fin. D'accord? Ok. Alors, donc la partie la plus importante, donc c'est la diaphyse. On a connu la diaphyse, la forme taha, etc. On passe par la forme anatomique la plus importante. C'est quoi? C'est le nerf radial. Le nerf radial, c'est un nerf mixte. Un nerf mixte, ça veut dire un nerf sensitivo-moteur. Donc, il a une composante motrice, il a une composante sensitive. Ce nerf-là, chaque nerf, il a une origine, un trajet, une terminaison. Pour ce nerf-là, c'est le nerf radial, il vient de quoi? De la bifurcation du tronc secondaire. Donc, tout ce que vous voyez ici en jaune, c'est le tronc principal. Tout ce que vous voyez ici en orange, ou l'orange, c'est le tronc secondaire du plexus brachial. Donc, il va naître, le nerf radial, il va naître des branches donc, du C6, C7, C8 et T1. De la bifurcation de quoi? Du tronc secondaire postérieur. Le trajet il va faire un trajet, donc il va descendre de la partie inférieure du creux axillaire, donc par ici. Il va cheminer la loge postérieure du bras et puis il va être en arrière de l'humérus, puis il devient de plus en plus en antérieur vers la fin. D'accord. Il y a une partie, le tiers distal. Le nerf ici, le tiers distal, il va être accolé sur la diaphyse, sur une gouttière qu'on appelle la gouttière bicipitale externe. Alors, la terminaison de ce nerf, donc, parce que c'est un nerf sensitivo-moteur, donc il va avoir deux branches terminales, une branche qui est motrice et une branche qui est sensitive. La branche motrice, c'est une branche postérieure et la branche sensitive, c'est une branche antérieure. Donc, la branche motrice, elle est responsable de l'innervation des muscles extenseurs de l'avant-bras et la branche sensitive, elle va innerver les téguments du dos de la main, donc la partie externe, la partie postéro-externe de la main. Donc, si on aura un problème de paralysie du nerf radial, on aura un problème d'innervation des muscles extenseurs de l'avant-bras et la partie sensitive, on aura un problème dans la sensation dans cette région-là, surtout une région qu'on appelle la tabatière anatomique.
Pour l'anapathe, donc, lorsque vous aurez une question concernant l'anapathe, vous êtes dans l'obligation de commencer par le mécanisme, puis la classification. Donc, l'anapathe, on a toujours deux mécanismes. Dans toute l'orthopédie, dans toutes les fractures, on a toujours deux mécanismes. Un mécanisme direct ou bien le choc direct et un mécanisme indirect. Le choc direct, donc, on a toujours l'association ou la fréquence des lésions cutanées. Par contre, le choc indirect, c'est quoi? C'est quoi un choc indirect? C'est que le point d'impact, il est loin de la fracture. Ici, on peut ressortir la torsion, la flexion, les contractures musculaires, les fractures pathologiques et les manœuvres obstétricales chez le nouveau-né. Les contractures musculaires, par exemple, chez les patients qui ont l'épilepsie, par exemple, les enfants qui ont un problème retard psychomoteur, qui ont les rétractions musculaires comme le triple fléchant, par exemple. Ceux qui ont un problème musculaire, surtout les trisomiques. Les trisomiques, ils ont une fréquence de contractures musculaires importante. Les fractures pathologiques, ce sont des fractures qui surviennent sur un os pathologique, un os malade. Donc, en général, c'est les tumeurs, soit une tumeur primitive ou bien une métastase. Les manœuvres obstétricales, on sait tous que lors de l'accouchement, surtout les accouchements dystociques, là, on peut avoir des différents types de fractures, soit fracture de la diaphyse fémorale, ou bien fracture de la clavicule, ou bien une fracture de la diaphyse humérale. Quel que soit le mécanisme, donc soit choc direct ou indirect, on a un type proprement dit des fractures. Par exemple, le choc direct, donc en général, la fracture, elle est transversale. D'accord? Le choc indirect, là, on aura des formes différentes du transversal. On peut avoir un oblique lent, une spire ou bien des fracas. Donc, ces trois types-là, c'est en rapport avec un choc indirect. La fracture de type transversal, en général, elle est fréquente dans les chocs directs. Choc direct, touche معناتها quelqu'un qui tombe sur son bras, par exemple, ou bien un coup de bâton lors des agressions physiques, par exemple. La classification, elle est simple, elle est très très simple. Donc, pour minimiser pour que vous pouvez apprendre et apprendre toutes les classifications en orthopédie. Ici, dans toutes les fractures diaphysaires, on peut avoir cette classification-là. Cette classification dans la diaphyse humérale, c'est la même que dans la diaphyse fémorale, c'est la même que dans la diaphyse, par exemple, radiale ou ulnaire ou tibiale ou fibulaire. Donc, c'est la même classification. Cette classification, elle est basée sur le siège du trait, l'aspect du trait et le déplacement. Pour le siège du trait, la diaphyse, on va la diviser en trois parties. Donc, un tiers qui est proximal, un tiers moyen et le tiers distal. Si on aura une fracture, par exemple, ici, là, on ne peut pas dire le tiers proximal, on peut dire jonction tiers moyen, tiers proximal. Ou ici, jonction tiers moyen, tiers distal, par exemple. Ça, c'est le siège du trait. Pour l'aspect du trait, là, c'est la forme du trait, soit les fractures simples ou bien les fractures complexes. Les fractures simples, on a trois types. Les fractures simples, on a soit la transversale, je crois que voilà, la transversale, d'accord, l'oblique courte ou longue et la fracture sphéroïde.
Donc, c'est 4 types. Donc, transversale, oblique, courte ou longue, sphéroïde. Donc, ces 4 types concernent les fractures simples. Les fractures complexes, lorsqu'on détache un petit fragment, donc on aura un 3e fragment. Comme ça, on appelle ce genre de fractures, elles deviennent des fractures complexes. Complexes par quoi? Parce que le traitement va être différent, par exemple, différent. Et deuxièmement, la consolidation lorsqu'on aura une fracture sphéroïde ou bien une fracture oblique longue, la consolidation n'est pas la même lorsqu'on a une fracture complexe. La fracture complexe, on a plusieurs types, soit détachant un 3e fragment en aile de papillon, ou bien une fracture détachant un 3e fragment, par exemple un cylindre. Donc, lorsqu'on a une fracture ici, détachant un cylindre, on va appeler cette fracture la fracture bifocale. Et le 3e type, c'est les fractures complexes ou communitives. C'est lorsqu'on a plusieurs, au-delà de 3 fragments, c'est une fracture complexe. Donc, on a parlé du siège de la fracture, donc le tiers proximal, tiers moyen, tiers distal, jonction tiers moyen, tiers proximal, jonction tiers moyen, tiers distal, ou bien après on a fait l'aspect du trait, c'est les fractures simples ou les fractures complexes. Donc les fractures simples, on a 4 types: fracture transversale, fracture oblique longue, fracture oblique courte et la fracture sphéroïde. Puis les fractures complexes, on a plusieurs types. Donc c'est soit fracture communitive ou bien soit fracture complexe ou bien soit une fracture bifocale ou bien une fracture détachant un 3e fragment en aile de papillon, par exemple. Arrivant au déplacement, il faut apprendre donc les 4 lettres A, B, C et D. A, c'est l'angulation. Donc, angulation, donc lorsqu'on va faire une radiographie de face ou de profil, lorsqu'on fait l'axe de la diaphyse, donc la partie proximale par rapport à la partie distale, elle va former un angle. Ici, on parlera de l'angulation. Le B, c'est la baïonnette. C'est la translation. C'est un déplacement dans le même plan. Donc, c'est un déplacement linéaire dans le même plan. On appelle ça la baïonnette. La baïonnette, c'est quoi? C'est un fusil de chasse pour chasser. D'accord? Un couteau. D'accord? La forme hadique, on l'appelle la baïonnette. C'est pour cette raison le mode de déplacement en type translation, on l'appelle baïonnette. Le chevauchement, c'est quoi? C'est le télescopage. Télescopage d'un fragment dans un autre fragment. Donc, comme cette fracture-là, la fracture de la fibula, donc une partie de la diaphyse, par exemple, elle rentre. Donc, là, on aura un raccourcissement important du membre. Le décalage, le décalage rotatoire. Le décalage rotatoire, on ne peut pas le deviner dans une radiographie qui ne comporte pas l'articulation sus et sous-jacente. Pourquoi? Parce que pour deviner qu'il y a une rotation, il faut avoir une radiographie de tous les membres pour savoir que pour voir que la partie, par exemple, la partie proximale, elle est en face, la partie distale, elle est de profil. Donc, impossible de deviner qu'il y a un décalage rotatoire, surtout si on a une fracture sur un seul os. D'accord?
une fracture sur un seul os, donc on ne peut pas savoir est-ce qu'il y a un décalage rotatoire ou non. Donc, il faut faire une radiographie qui comporte l'articulation sus et sous-jacente pour deviner est-ce qu'il y a un décalage ou non. Donc, on reprend notre classification. Donc, elle est très importante parce que vous allez l'utiliser dans toutes les diaphyses, les fractures diaphysaires. C'est la même classification. Donc, c'est une classification basée sur le siège de trait de la fracture, l'aspect du trait de la fracture et le déplacement de la fracture. Le siège, donc le tiers moyen, tiers proximal, tiers distal. L'aspect du trait, donc des fractures simples et des fractures complexes. Pour le déplacement, il faut apprendre les quatre lettres A, B, C, D. Donc A, c'est l'angulation, B, c'est la translation et la baïonnette, C, c'est le chevauchement et D, c'est le décalage rotatoire. On arrive à la clinique. Donc, 90% des fractures du membre supérieur, c'est un patient qui vient en attitude du traumatisé du membre supérieur. Donc, l'attitude du traumatisé du membre supérieur, c'est une attitude proprement dite, très caractéristique. C'est le membre sain qui va porter le membre malade, toujours. Avant de faire isthme quiginal malade, la première des choses, c'est l'inspection. On est frappé par l'attitude du traumatisé du membre supérieur. Donc, là, lorsqu'on reçoit un patient au niveau des urgences avec cette attitude-là, il ne faut pas négliger le patient ou dire qu'il n'a rien. Donc, il faut bien examiner le patient pour rechercher une fracture ou une luxation, par exemple. Donc, puis, on passe à l'interrogatoire. L'interrogatoire, donc le sexe du patient, l'âge du patient, l'heure du traumatisme, l'heure du dernier repas, l'heure du traumatisme et l'heure du dernier repas. Pourquoi? Parce que si on décidera un traitement chirurgical, donc ça nous aidera dans l'anesthésie. Donc, la notion d'une douleur violente. Pourquoi la notion de la douleur violente? Parce qu'il y a des patients qui ont des pseudarthroses. Pseudarthrose, c'est la non-consolidation de l'os. Donc, c'est un patient qui peut vous induire à l'erreur. Donc, une pseudarthrose de la diaphyse humérale. Il veut être opéré à tout près, donc il gicle au niveau des urgences. Lorsque vous palpez la diaphyse, vous n'allez pas trouver une douleur. Donc, lorsque vous faites une radio, c'est un beau trait, une fracture de la diaphyse humérale. Et non, ce n'est pas une fracture, c'est une pseudarthrose, donc c'est une fracture ancienne. Suivi par la suite par une impotence fonctionnelle complète. C'est un patient qui ne peut pas surélever son membre. Alors, l'examen clinique, donc l'inspection, c'est l'attitude traumatisée du membre supérieur. Cette attitude-là, c'est le membre sain qui va porter le membre malade et la tête qui va être inclinée vers le côté malade. D'accord? Donc, c'est la tête qui va suivre le côté malade et le membre sain qui va porter le membre malade. Bien sûr, si on aura une fracture déplacée, on a une déformation du bras, surtout en crosse à sommet antéro-externe. Sinon, si cette fracture-là n'est pas déplacée, on n'aura pas une déformation. Le raccourcissement du bras lorsqu'on a un chevauchement, par exemple, l'œdème et l'échymose, c'est fréquent. Donc, il faut rechercher toujours une lésion cutanée parce que une fracture ouverte n'a pas le même pronostic qu'une fracture fermée. La prise du pouls, elle est capitale. Il faut rechercher une lésion vasculaire, par exemple. Donc, on a deux types. Il y a l'artère et il y a la veine. Une lésion au niveau de l'artère, là, c'est une extrême urgence, c'est une lésion vasculaire. Le membre vient froid et pâle.
Ça, c'est la lésion de type artériel. La lésion veineuse, là, le membre vient cyanoser, d'accord? Il vient, la couleur elle est bleue avec on peut avoir une froideur, mais la prise de pouls, elle est capitale. Il faut toujours rechercher le pouls. Quels sont les pouls qu'on recherche dans une fracture de la diaphyse humérale? Donc, on commencera au niveau de la main pour rechercher ici le pouls radial, ici le pouls ulnaire, et puis on palpe doucement parce que lorsqu'on s'approche de la fracture, le malade ne peut pas supporter la douleur. Donc, on appuie d'une façon douce pour rechercher le pouls huméral. Puis, l'examen neurologique. L'examen neurologique, c'est l'examen le plus important après l'examen vasculaire parce que on a la fréquence des lésions du nerf radial, surtout le nerf radial. Là, il faut bien examiner le patient et rechercher les signes de quoi? D'une paralysie du nerf radial. Quels sont les signes d'une paralysie du nerf radial? Alors, on a deux types de paralysie. Donc, parce que c'est un nerf sensitivo-moteur, donc on doit rechercher les troubles motrices et les troubles sensitifs. Les troubles motrices, on a dit que le nerf radial, il va innerver les muscles de quoi? Les muscles extenseurs. Donc, on aura un problème dans l'extension. Donc, la flexion, elle est normale, mais l'extension, on ne peut pas faire l'extension parce que le nerf radial est touché. Donc, on a deux types donc on va voir deux types de déformations. Donc, impossibilité de faire l'extension du poignet, impossibilité de faire l'extension de la région métacarpophalangienne. Donc, on aura un type, la forme d'une main, on appelle ça la main tombante. Et puis, il y a un autre signe très important, c'est l'abduction du pouce. Donc, on va éloigner, on demande du patient d'éloigner le pouce de l'index. Donc, il va l'éloigner. Un patient qui a une paralysie du nerf radial motrice, il ne peut pas faire la surélévation du nerf, la surélévation du pouce, l'abduction du pouce. Les troubles sensitifs, très simples, très simples. Le premier espace, c'est surtout, on appelle ça la tabatière anatomique. Donc, c'est une hypoesthésie ou bien une anesthésie. Hypoesthésie, on n'a pas une section complète du nerf radial. Puis, une anesthésie de tout le bord externe de quoi? Du bras, de l'avant-bras. Donc, là, lorsqu'on a les types de lésions, là, on va dire que le patient il a une paralysie du nerf radial. Il faut rechercher cette paralysie-là parce que c'est un document médico-légal, parce que elle va lorsqu'on a une fracture de la diaphyse humérale avec paralysie du nerf radial, donc directement un traitement chirurgical, il faut explorer le nerf. D'accord? Pour cette lésion du nerf radial, donc c'est ça la main tombante. Donc, le patient ne peut pas faire l'abduction du pouce, donc il ne peut pas ramener le pouce ici. Il ne peut pas faire ce mouvement-là. Et la partie sensitive, donc cette partie-là, elle est anesthésie ou bien hypoesthésie. À cette partie-là, on appelle la tabatière
anatomique. Vous voyez ici une fracture du tiers distal, de tiers distal de la diaphyse humérale. Vous voyez comment le nerf ici, lors du déplacement, il peut s'incarcérer entre les deux fragments fracturaires ici. On a deux classifications. La première classification, c'est la classification la plus simple, la plus utilisée en orthopédie, c'est la classification de Sedan. On a la neurapraxie, l'axonotmésis, la neurotmésis. Donc, neurapraxie, c'est une simple sidération du nerf. C'est une élongation du nerf. La récupération, elle est rapide de quelques jours à quelques semaines. L'axonotmésis, la neurapraxie, c'est un nerf qui est étiré seulement. La deuxième, c'est l'axonotmésis. La rupture. C'est la rupture des axones sans rupture du nerf. Donc, c'est la rupture de ces axones-là, en noir, sans rupture de tout le nerf. D'accord? Donc, on aura une perte de la conduction, elle est prolongée, mais la récupération, elle est plus longue, de quelques semaines à quelques mois. Elle peut aller jusqu'à 6 mois ou 1 an. Neurotmésis, c'est la section totale du nerf, elle est définitive, c'est une paralysie définitive du nerf, aucune récupération spontanée. Si on laisse le patient sans traitement chirurgical, on ne peut pas espérer une guérison. D'accord? Donc, la guérison, on peut espérer une guérison qu'après un traitement chirurgical et ça sort de le traitement chirurgical, on doit faire une chirurgie, la microchirurgie. En Algérie, elle est un petit peu ce type de chirurgie, il est un petit peu difficile, d'accord? Donc, il faut avoir une formation de 2 ans pour se spécialiser dans les lésions neurologiques ou bien la microchirurgie. La deuxième classification, c'est la classification de Sunderland. Cette classification-là, elle est un petit peu détaillée. Donc, elle va détailler la zone de la rupture. Donc, le type 1, c'est un axone qui est intact. Le type 2, c'est la section de l'axone, mais continuité de l'enveloppe. Donc, on peut dire que le type 1, c'est la neurapraxie, parce que l'axone, il est intact. Le type 2, donc, c'est l'axonotmésis, c'est la section de l'axone, mais continuité des enveloppes. Le type 3 et 4, là, on rentrera dans les détails. C'est un tube endoneural lésé, mais gaine fasciculaire intacte. Le type 4, c'est la gaine fasciculaire lésée, mais l'épinèvre intacte. Donc, ça se passe dans cet ordre-là. Le type 3, donc, c'est le tube qui est lésé à l'intérieur. D'accord, ce tube-là, il est lésé, sans lésion de cette enveloppe, mais le quatrième type, c'est la lésion de cette enveloppe-là, mais toujours le nerf, il est intact. Donc, on ne peut pas savoir, l'axonotmésis, on ne peut pas savoir est-ce que le patient il a une rupture ou non si on ne fait pas l'IRM. Le type 5, c'est la neurotmésis, c'est la section complète du nerf. Alors, la radiologie, donc, c'est une radiographie du bras. Lorsqu'on a une fracture qui se siège dans une diaphyse, là, on aura besoin de 2 types de radio. La radio de face
radio de profil. Mais on doit toujours ajouter la radiographie de l'articulation sus et sous-jacente. Pourquoi? Surtout, c'est les lésions associées. D'accord? Par exemple, dans cette radiographie-là, si on a fait une radiographie amputée, donc on va voir que ce trait de fracture. Mais le trait qui a un refend donc, qui va passer vers l'extrémité proximale. Donc, là, il faut toujours associer une fracture de la diaphyse. Lors des fractures de la diaphyse humérale, on doit associer la radiographie de l'articulation sus et sous-jacente. D'accord? Les formes cliniques, on peut avoir une multitude de types de fractures. Une fracture sur un os pathologique, c'est un os en général de type tumoral. Une fracture de stress. Une fracture de stress, c'est quoi? C'est des patients qui ont toujours, qui subissent toujours une force. Par exemple, les sportifs de haut niveau, toujours, ils ont une énergie. Un traumatisme, c'est des micro-traumatismes qui s'accumulent, arrivant à une certaine période. Donc, hop, l'os, il va se fracturer. La fracture chez le sujet âgé, parce qu'on a dit que la fracture de la diaphyse humérale, elle est fréquente toujours chez le sujet adulte. La fracture sur la prothèse de l'épaule, donc comme ce type-là. Et ce type de fracture-là, c'est très difficile à réparer. D'accord? Même pour faire la consolidation. Même ici, c'est une fracture. C'est la prothèse inversée de l'épaule. D'accord? Et ça, c'est la fracture de la diaphyse. Croyez-moi, c'est pas facile de traiter ce genre de fracture. Alors, l'évolution, toujours en absence de traitement, c'est une évolution défavorable. Donc, soit pseudarthrose, soit arthrose, soit il y a plusieurs types, soit calvicieux, etc. Mais l'évolution, avec un traitement, en dehors des autres complications, maintenant, on aura la consolidation dans 2 à 2 mois et demi. Parfois, on peut aller jusqu'à 3 mois. D'accord? Pourquoi cette période-là? Parce que la zone diaphysaire, elle est pauvrement vascularisée. Par contre, vous allez voir que la région spongieuse, elle consolide rapidement. Donc, la moitié de cette période-là, 45 jours, on peut avoir une consolidation. Arrivons en complications, pour bien apprendre vos cours, il y a les complications immédiates, puis secondaires et tardives. Les complications immédiates, on a 3 types de complications. Il y a la complication cutanée, complication vasculaire et complication neurologique. La complication cutanée, c'est l'ouverture cutanée. Donc, une fracture ouverte, c'est une extrême urgence. Fracture ouverte, il y a donc la fracture. Il y a une fracture ouverte de dehors en dedans. Par exemple, les tissus, les vêtements du patient, ils vont être à l'intérieur du foyer fracturaire. C'est une fracture ouverte de dehors en dedans. Par contre, si elle survient de dedans en dehors, on va trouver l'os à l'extérieur. Les fractures qui sont de dehors en dedans sont plus sceptiques que les fractures qui sont de dehors, de dedans en dehors. D'accord? Alors,
Complications vasculaires. Complications vasculaires, donc là, on peut avoir une lésion du nerf radial, surtout le nerf radial, mais on peut avoir les autres nerfs. On peut avoir une lésion du nerf médian. On peut avoir la lésion du nerf ulnaire lorsqu'on a ou bien tout le plexus brachial. Alors, mais 90% des fractures de la diaphyse humérale, la complication la plus importante, c'est la paralysie du nerf radial. On a deux classifications pour faire la stadification de cette paralysie. C'est la classification de Sedan, la classification de Sedan et la classification de Sunderland. Puis, une autre complication, c'est la complication vasculaire. Complication vasculaire, معناتها artérielle, donc soit section de l'artère humérale, ou bien contusion de l'artère par un hématome, ou bien une brèche. Donc l'artère, on a une brèche qui va tout le temps saigner. D'accord? Là, il faut faire un traitement. Lorsqu'on a une section totale ou partielle, il faut faire directement un traitement chirurgical. L'irréductibilité, là, on peut ajouter l'irréductibilité par l'interposition musculaire. C'est lorsqu'on veut réduire, on veut aligner le membre ou bien aligner les deux fragments. Donc, cette irréductibilité à cause, la fracture n'est pas réductible à cause de quoi? À cause de l'interposition musculaire, c'est un muscle, soit le biceps, soit le triceps, soit le brachial antérieur qui entre dans les deux fractures. L'évolution secondaire, on a les paralysies radiales secondaires, donc le déplacement secondaire et l'infection post-opératoire. Pardon. Aïma. La paralysie secondaire. Donc, on a une paralysie radiale secondaire, meningi. L'origine de cette paralysie, elle survient lorsqu'on a la consolidation de la fracture. La consolidation de la fracture, donc, lorsqu'on a le début de la consolidation, donc c'est l'os, il va former un cal. Ce cal-là, responsable de la compression du nerf radial et par conséquent une paralysie secondaire du nerf radial. Et on a peur que lors du traitement chirurgical, on a peur de trouver le nerf à l'intérieur du cal. Là, c'est le traitement vraiment difficile. OK? Le déplacement secondaire, pourquoi? Parce que ce mot-là, déplacement secondaire, lorsqu'on réduit notre fracture et puis le patient revient après 1 mois ou bien 15 jours, déplacé encore, là, le traitement doit être, souvent, c'est un traitement chirurgical. L'infection post-opératoire réservée, par exemple, pour les fractures ouvertes. On craint toujours une infection lorsqu'on a une fracture ouverte. Les complications tardives, la première complication diaphysaire, c'est la pseudarthrose. C'est l'arrêt de consolidation dans les délais normaux. Lorsqu'on va faire une radiographie après 3 mois, on trouvera toujours la solution de continuité ou bien la fracture. Là, on trouvera toujours le trait de fracture. On parlera de la pseudarthrose. Le traitement TAHA, il est toujours chirurgical. Il faut faire la résection de la fibrose et du cal limenomen. Et puis, on doit greffer pour que la consolidation survienne. Le cal vicieux, c'est la consolidation dans une attitude vicieuse. Soit en angulation ou bien en rotation, elle va gêner les mouvements normaux du patient. Et puis, la dernière complication, c'est la raideur.
la raideur. Donc, des deux articulations, si c'est sous-jacente, on peut avoir une raideur de l'épaule. Pourquoi? Parce que immobilisation pendant 2 mois et demi ou bien 3 mois, là, on peut avoir une raideur soit de l'épaule ou bien le coude. Ben, vous allez trouver lorsque vous allez faire les fractures au niveau du coude, c'est que le coude, c'est une articulation très enraidigène. Donc, au bout de 20 jours, le coude devient raide. Là, on trouve toujours des difficultés lors des fractures de la diaphyse humérale, surtout la raideur du coude, elle est très, très fréquente. Par rapport à l'épaule, la raideur du coude, elle est vraiment fréquente. Vous voyez là une radiographie de la diaphyse. Donc, radiographie du bras, elle montre une fracture de la diaphyse. Ça, c'est le cal. Ça, c'est un cal. Donc, il y a la fracture. Tout ça, c'est le cal. D'accord? C'est un cal vicieux parce que normalement, la diaphyse doit être alignée, linéaire. Ici, c'est une fracture. Une remarque, lorsque vous interprétez une radiographie, sur le l'orthopédie camel, lorsque vous dites une fracture, lorsque vous analysez la radio, ne prononcez pas le mot fracture. Il faut dire une solution de continuité. Donc, l'analyse là, c'est une solution de continuité du tiers distal de la diaphyse humérale. Là, il faut toujours et il faut rechercher une paralysie du nerf radial parce que c'est ça le trajet du nerf. Le traitement, on a deux types, soit le traitement orthopédique, soit le traitement chirurgical. Ils ont fait des analyses et des études, beaucoup d'études. Ils ont trouvé que le traitement par un plâtre ou par un traitement chirurgical, ça revient à la même évolution. Donc, ils ont minimisé les coûts de la chirurgie. Ils ont préféré le traitement orthopédique parce qu'il donne de bons résultats. Pourquoi il donne de bons résultats? Ce n'est pas un membre portant la main, mais nous donc c'est pas le poids. Tout notre poids n'est pas focalisé sur le bras, il est focalisé sur les deux membres inférieurs. C'est pour cette raison, de l'adulte, vous allez trouver presque toutes les fractures. Le traitement tahmil est chirurgical, mais arrivant à la fracture de la diaphyse humérale, fréquemment on traite les fractures par un traitement orthopédique. On a plusieurs types de plâtres. Il y a le Dujarrier plâtré, d'accord? Il y a le Dujarrier plâtré, c'est ça, c'est celui-ci, d'accord? C'est un bandage Dujarrier renforcé par du plâtre. Ça, c'est le plâtre thoraco-brachial. Et ça, c'est le plâtre pendant. Le plâtre pendant, c'est un plâtre qui va réduire la fracture par son poids. On va l'utiliser dans des situations bien définies. Donc, le plâtre doit arriver à la limite de la fracture, donc il ne doit pas dépasser la fracture, la limite de la fracture, et puis on va mettre des bandes plâtrées jusqu'à obtenir une réduction, l'alignement du membre. Cette méthode-là, elle est vraiment difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'elle gêne le patient. Imaginez-vous un patient avec 2 ou 3 kilos l'avant-bras, c'est vraiment gênant. Il y a des patients qui يديروا هنا في le plâtre, يديروا le poids, الميزان, 2 kilos, 1,5 kg.
800 grammes. Ici, donc, ils vont l'accrocher sur le plâtre. Ce n'est pas vraiment évident, surtout lorsque le patient est dans la position assise. Le traitement chirurgical, il y a deux types, donc l'ostéosynthèse à foyer fermé, l'ostéosynthèse à foyer ouvert. Toujours le mot ouvert ou fermé. Ouvert ou shmanatha, donc on va voir le trait de fracture. Lorsqu'on va faire une incision chirurgicale, on voit le trait de fracture. À foyer ouvert, معناتها on voit le foyer de fracture. À foyer fermé, معناتها ما نشوفوش le foyer de fracture. Donc, le clou rétrograde ou bien les clous latéraux, le brochage fasciculé le brochage fasciculé, on va faire des incisions au niveau du coude et non pas au niveau du trait de fracture. Mais au niveau de la diaphyse, là, c'est un traitement à foyer fermé parce que on a conservé la fracture pour ne pas perdre l'hématome périfracturaire. L'hématome périfracturaire, lors d'une fracture de n'importe quelle fracture, on voit toujours du sang. Ce sang-là, il est richement en facteurs de consolidation. Donc, vaut mieux laisser le foyer de fracture fermé pour ne pas perdre l'hématome périfracturaire. Alors, l'enclouage centromédulaire à foyer fermé, donc soit qu'il y ait de type rétrograde ou antégrade. Antégrade, وشمعناتها يجي من فوق ويهبط, ou rétrograde يجي من تحت ويطلع. D'accord. Là, c'est l'enclouage. L'enclouage, d'accord. Ça, c'est à foyer ouvert. On a deux types au Shihoma. C'est la plaque vissée et le fixateur externe. Le fixateur externe réservé aux fractures qui sont vraiment les fractures ouvertes ou bien les fractures à grande comminution. Là, on part toujours au fixateur externe. Mais la plaque, son problème, c'est quoi? C'est que on peut léser le nerf radial. Vous voyez là, c'est quoi? C'est un lac. حطينا un lac. C'est un ruban en plastique pour tirer le nerf باش نقدروا نحطوا la plaque. Vous voyez là, regardez le nerf, comment il cravate la diaphyse et la plaque. Là, souvent, lorsqu'on choisit le traitement par la plaque vissée, là, il faut faire très attention pour ne pas poser une paralysie du nerf radial iatrogène. Alors, arrivons à la conclusion. Le traitement est souvent orthopédique. C'est un traitement de choix dans de grands nombres de fractures de la diaphyse humérale qui a toujours des complications secondaires minimes. C'est pour cette raison qu'on choisit souvent le traitement orthopédique mieux que le traitement chirurgical. Mais le traitement chirurgical restera cependant indiqué surtout dans quelques cas particuliers comme les polytraumatisés, les fractures pathologiques par exemple, fracture sur prothèse ou par exemple une fracture associée à une paralysie du nerf radial par exemple, là, il faut faire un traitement chirurgical. Donc, on a terminé le cours. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce cours?